Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un procédé critique dont je n'ai pas attendu 9 ans pour vous parler de la suite d'un Before Sunrise que j'ai découvert il y a quelques semaines à peine. Deuxième volet ici de la trilogie Before de Richard Linklater, Before Sunset. Voilà, on passe donc de la levée du jour à la tombée de la nuit où on retrouve nos personnages principaux, acteurs et actrices, 9 ans après pour des retrouvailles entre Ethan Hawke et Julie Delpy. Mais ceux-ci s'étaient déjà retrouvés avant dans la vraie vie pour coécrire avec Monsieur Richard Linklater cet opus. Ce qui est intéressant, c'est que dans le premier film, ils étaient juste acteurs-actrices, Hawke et Delpy. Là, ils se sont impliqués encore plus pour rentrer quelque part en fusion avec leurs protagonistes. On va aussi citer dans des rôles très secondaires la présence du père de Julie Delpy, à savoir Albert Delpy, que vous avez pu voir dans d'autres films, bien évidemment, mais on va se centrer donc sur ce duo Jessie et Céline qui, 9 ans après Vienne, se retrouve à Paris, la ville de Céline, puisque Jessie, entre-temps, est devenu un auteur assez reconnu, du moins pour un livre, qu'il présente là dans une librairie, et qui parle clairement de ce qui s'est passé 9 ans avant à Vienne. Et donc, Céline débarque à un moment, et on apprend très vite que les deux ne s'étaient jamais revus. Des retrouvailles d'une simplicité assez extraordinaire, ça ne joue même pas la surprise, comme si c'était une évidence. Et d'emblée, là, vous avez quelque chose de passionnant. Même si l'introduction au préalable l'est déjà tout autant pour plein de raisons que je vais essayer d'évoquer ici pêle-mêle. Et ensuite, donc, Jessie et Céline vont passer quelques minutes ensemble, quelques heures, enfin là on est en temps réel, donc 1h20, oui, parce que ça a été tourné comme s'il y avait une continuité totale, avant que Jessie ne reparte, soi-disant, en avion. Mais va-t-il repartir cette fois-ci? Vont-ils se quitter ou rester ensemble? Je reste assez évasif là-dessus, je vous invite à regarder le métrage, sachant qu'il y a eu un troisième volet, mais on ne sait jamais dans quelle idée il pourrait être fait celui-ci. Enfin, moi j'avais une petite idée en arrivant au bout ici de cette œuvre. Je ne sais pas si j'ai eu raison ou non, parce que j'ai pas encore regardé le synopsis de Before Midnight qui sortira 9 ans après encore. 9 ans, 9 ans, 9 ans. Bon, j'avais beaucoup aimé le premier donc volet. J'étais pas inquiet pour la suite parce que les retours étaient quand même très positifs dessus. Et en fait, c'est vraiment tout aussi brillant. J'ai envie de dire dans la même veine, mais autrement. Pourquoi la même veine? Parce que on retrouve à nouveau nos deux personnages qui vont beaucoup parler, hein, c'est très verbeux tout ça, réflexion sur la vie, sur leur existence, mais entre-temps, comme ils ont partagé quelque chose ensemble, une nuit à Vienne, forcément on va rejouer les souvenirs. Et dès le début, avant même que Céline n'intervienne, on a un petit peu cette idée avec donc, le personnage de Jessie qui répond à des journalistes. Bon, il révèle forcément enfin que oui, c'est adapté, inspiré de sa vraie vie, ce qu'il a écrit. Bon, nous, on n'en a pas vraiment de doute, hein, quand on comprend de quoi ça parle au tout début. Et ce qui est très intéressant, c'est que là, il est confronté à ces souvenirs-là, comme si ça annonçait de toute façon l'arrivée de Céline. Et à ces questions, la première question qui reste en suspens et qui nous intéressait, nous, arriver à la fin de Before Sunrise, se sont-ils revus 6 mois après, puisque c'était la promesse avant qu'ils partent dans leur train respectif. Allez, on se retrouve dans 6 mois, voilà, même jour, même heure, même pomme, hein, presque comme dirait l'autre, mais ils avaient ni leur téléphone, ni leur nom de famille, c'était compliqué. Et quand ils se retrouvent là, bah, on comprend très vite qu'ils ne se sont pas retrouvés 6 mois après. Et après, on va comprendre aussi qui n'a pas pu y aller, pourquoi, etc. Alors ça, je reste là aussi vague pour que vous puissiez découvrir, évidemment, même si c'est absolument pas de spoil, il n'y a pas de spoiler sur ce film. C'est juste, il faut vivre l'expérience. Et ce qui est ultra passionnant derrière, c'est que en discutant, ils rejouent leurs souvenirs comme s'ils voulaient même pas les travestir, c'est pas ça, mais laisser eux-mêmes des zones d'ombre et faire croire à l'autre que ceci s'est passé ou non. L'histoire aussi, par exemple, dans Before Sunrise, de ce moment d'amour où ils auraient consommé, mais à un moment presque on va avoir un doute dans la discussion, mais très vite il sera évaporé par la suite. Et puis c'est pour nous montrer en fait que c'est pas très important. Ce qui va être passionnant, c'est de voir comment ils se souviennent, leurs regrets ou pas, et ce qu'ils ont vécu entre-temps. Chacun, chacune a eu sa vie, notamment maritale pour le personnage de Jessie, qui a même un enfant. Pour Céline, c'est plus compliqué, mais elle a connu d'autres hommes, elle a un compagnon là, mais on sent que de toute façon, pour l'un et pour l'autre, c'est pas facile.
comme si, en fait, 9 ans après cette rencontre, rien ne pouvait vraiment s'écrire dans la durée et avec la plénitude du bonheur, parce que potentiellement ils étaient destinés l'un à l'autre. Et cette idée de rencontre quasi fortuite, mais qui n'est pas fortuite, c'est pour ça que cette retrouvaille qui ne joue pas l'effet de surprise ultime, fait que de toute façon, quelque part peut-être, Jesse, en revenant à Paris, espérait revoir Céline. Et d'ailleurs, en filigrane, il le dit après un magnifique instant de dialogue où elle parle, et lui, il le dit. En fait, il a écrit ce livre pour la retrouver. Donc, à un moment, ça l'amènerait à Paris. Peut-être que si elle avait eu vent du truc, qu'elle reconnaîtrait peut-être l'auteur sur les trucs promo, etc., enfin, le visage, que finalement, il finirait par se revoir. Et après, on rejoue des petits moments du premier film, c'est-à-dire qu'on retrouve une Céline engagée, qui est devenue militante écologiste d'ailleurs. Il y a plein de jeux presque humoristiques entre les deux d'ailleurs. Céline dit souvent I'm kidding, elle blague, mais derrière elle blague pas tout le temps. L'idée que lui il est américain, donc il se moque un peu d'elle, presque en traitant de gauchiste, si vous voulez, parce que lui, bon, on sait pas trop, mais bon, il est américain, donc il est forcément un peu plus à droite, mais c'est très fun, enfin, il n'y a pas de prise de tête sur ce plan-là. Il y a l'idée que il a son regard sur la France, Jesse, certes, mais elle, Céline, elle a un point de vue sur l'Amérique, car elle a été à New York pendant plusieurs années, où ils auraient pu se croiser d'ailleurs. Ça serait presque amusant d'imaginer une sorte, ils auraient pu faire une sorte de court-métrage avant, où ils ne se rencontraient pas, mais on les voyait sur le même plan et qu'ils se sont manqués de peu. J'ai pensé à ça, je me suis dit, ça aurait été magnifique, ça. Bref, et que du coup, nous, on se rencontre, mais pas eux. Oui, parce qu'elle a vécu des choses là-bas, en tant qu'étudiante, certes. Il y a un discours sur les armes à feu, qui est peu probable, parce qu'à New York, il n'y a pas de permis d'armes, normalement. Enfin, c'est très très régulé, les armes à feu à New York, pas forcément le cas ailleurs. Mais il y a une histoire là-dessus où elle appelle la police et le policier lui dit procurez-vous une arme. Voilà, donc, mais il y a ce petit message-là, Linklater, je pense qu'il questionne rapidement son pays là, à un moment où c'est pas du tout l'idée, mais quand même. Et donc après, oui, si vous avez du mal avec les films qui sont très bavards, ça peut poser des problèmes, mais en fait, là, c'est tellement bien huilé. L'alchimie est totale entre les deux personnages, actrice-acteur, parce que c'est écrit, on voit qu'ils sont dans leur truc, quoi, et que ça raconte des choses de la vie que nous aussi, nous avons peut-être pu vivre d'une certaine façon, et aussi parce que chacune intègre sa vie personnelle au scénario. Ethan Hawke, qui sortait là d'un divorce, enfin, il était en instance où il venait de divorcer avec Uma Thurman, et en effet, il y a des choses qui sont en lien avec sa propre vie. Julie Delpy également a mis beaucoup d'elle, y compris musicalement, puisqu'il y a un morceau qu'elle interprète à la guitare, à minima, je crois qu'il y en a d'autres, qu'elle a elle-même écrite. Et c'est une chanson qui fait écho au premier film, avec une valse, magnifique, de toute façon. Donc il y a plein de choses là-dessus où on sent que c'est purement organique, c'est que là où ça aurait pu ne pas fonctionner sur beaucoup de choses, vous avez deux trucs qui font que c'est brillant. Donc l'idée qu'ils aient participé, qu'ils aient mis d'eux-mêmes, et Richard Linklater avec son chef-op, parce que ça il faut en parler, c'est assez fort, ça se voit pas sur le papier, enfin, c'est assez invisible. Mais donc, alors j'ai pas le nom du chef-op sous les yeux, là c'est bizarre. Ah si, c'est Lee Daniel. D'ailleurs c'est celui qui était avec lui sur Before Sunrise et aussi sur ses premiers. C'est qu'ils ont tourné ça en temps réel, l'action se déroule, voilà, on suit, c'est comme une sorte, c'est pas un plan séquence, parce qu'il y a des cuts, mais quasi caméra qui suit, on pourrait imaginer plusieurs dispositifs de caméra, et ça serait comme un documentaire qui suit des personnages, mais bon, c'est pas ça. Mais c'est que ça n'a pas été tourné sur un jour, forcément, parce qu'il faut faire plusieurs prises, après il y a le montage, etc. Donc, je ne sais pas combien de temps ça a duré le tournage, peut-être une semaine, ou peut-être plus, j'en sais rien. Mais que Paris, c'est compliqué, selon quand tu tournes, du jour au lendemain, tu n'as pas le même éclairage, tu n'as pas le même temps. Donc, ils ont fait tout un jeu là-dessus pour... le chef-op a travaillé la luminosité, et puis il y a dû avoir un retravail derrière pour faire vraiment croire que c'est en temps réel. Et ça marche, l'illusion est parfaite. Voilà, et puis Linklater, il sait gérer là, aussi ses choix de plans, il co-gère le montage forcément avec Sandra Adair, ou à moins que ce soit une française, la dame, parce que je dis Adair, mais non, elle est américaine. Bref, non mais il y a tout un travail en fait d'équipe derrière qui fait que Richard Linklater, bon, comme d'habitude, il fait un film sur le temps, question du temps aussi, dans une seule unité de temps et dans une grande unité de lieu, mais on passe d'un café, le bateau-mouche dans une voiture et l'appartement à la fin.
mais quand même. Et il y a quelque chose qui fonctionne absolument là-dessus. Ça paraît facile comme ça à l'écran, mais alors ça doit être plus que complexe sur pas mal de points, et pas que à cause de la météo, parce qu'il faut gérer aussi le rythme dans certaines déambulations de certains dialogues qui sont percutants et qui doivent durer un certain temps. Enfin, il y a tout un travail là-dessus. Et comme l'actrice et l'acteur sont à fond dans leur truc et qui sont quasiment leur personnage par moment, je ne sais pas s'il y a des phases d'improvisation, j'en doute. J'en doute, c'est très écrit, mais il peut y avoir des petits moments où ils ont gardé des erreurs. Il y a beaucoup de vie là-dedans, beaucoup de vie, beaucoup de questions sur le regret, le temps évidemment, et peut-être qu'il n'est jamais vraiment trop tard. Alors je ne dirai rien sur la fin, d'ailleurs la fin en tant que telle ne dit pas tout, elle laisse aussi en suspens, comme dans le premier film. On peut se demander qu'est-ce qui va se passer, a-t-il pris son avion, machin. Sa réponse qu'on l'aura bien sûr 9 ans après, enfin nous, moi pas 9 ans après, hein, je ne vais pas attendre 9 ans pour voir le troisième, clairement pas évidemment non plus, bien sûr. Et puis il y a plusieurs discours, il y a un hommage aussi à Nina Simone à la fin, qui venait de mourir au moment du tournage. Et ils ont intégré une chanson qui s'appelle Just in Time. Voilà. Just in Time I Found You, un truc comme ça, qui veut dire tout ce qu'il veut dire. La chanson, vous commencez à l'écouter, vous lisez un peu les paroles, vous pouvez même déterminer peut-être d'avance si ce qui va se passer pour où ils en seront 9 ans après. Peut-être, je ne sais pas, j'en sais rien. On peut imaginer ce qu'on veut, mais en tout cas, c'est quand même assez fort de refaire quasiment le même film, sur le papier, sur le principe, mais autrement, et le réussir tout autant, c'est clairement quelque chose qui est rarissime dans le cinéma. Donc on peut dire un grand bravo à Richard Linklater, à Julie Delpy et Ethan Hawke, espérons que le troisième soit tout autant abouti. Je le sens autrement, moi, le troisième. Voilà, bon, je le dis, parce que je ne sais rien du troisième, hein, promis. Je crois qu'ils sont en Grèce, hein, c'est tout ce que je sais. Alors, mais je ne sais pas si ce sont des retrouvailles ou s'ils sont ensemble et tout. Moi, je pense que pour le troisième, ils sont ensemble. Voilà. Et qu'il va peut-être y avoir justement l'inverse, et peut-être une potentielle séparation, rupture qui tend en filigrane. Je dis cela, j'ai peut-être complètement tort, vous n'êtes pas obligé de répondre en commentaire. Ce qui est sûr, c'est qu'on va discuter ensemble, en échange, sur ce Before Sunset, dans la ville des amours, hein, Paris. Là où on voit vraiment des belles choses. Hein. C'est aussi très touristique. Vous pouvez visiter un peu Paris grâce à ce film. Et grâce au bateau-mouche, on peut voir Notre-Dame aussi. Et des endroits qui existent vraiment, comme le Pure Café, qui est toujours présent. Je crois que c'est dans le 14e. J'ai un doute, mais là aussi, si les gens connaissent cet endroit, ils peuvent confirmer. Donc, à votre avis, est-ce que Before Sunset est tout aussi réussi que Before Sunrise? Moi, je dirais probablement. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao!